Monsieur Valentin, bonjour. Bonjour, Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici. c'est bien naturel. Alors, on vous connaît ardent défenseur des minorités sexuelles et des homosexuels, et vous avez notamment, pour ceux qui ne le savent pas, et on veut leur dire aussi, été la personne qui a réussi, le ministre qui a réussi à faire dépénaliser la peine de mort dans notre pays, et qui avait dépénalisé l'homosexualité, parce que si vous ne l'auriez pas fait, je pourrais être encore aujourd'hui emprisonné. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. On va vous poser quelques questions sur la question internationale. Comment expliquer la situation actuelle, et notamment celle de ces 13 pays qui condamnent à mort l'amour et la sexualité entre adultes LGBT consentants? Il faut partir dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, des principes qui sont au cœur de notre civilisation. Et ces principes, ce sont ceux des droits de l'homme. S'agissant d'adultes consentants, j'écarte tous les cas de violence sexuelle, de violence physique, de violence morale. Je dis deux adultes consentants. Ils ont, à partir de la majorité, le droit à un droit absolu sur leur corps. Leur sexualité ne regarde qu'eux. Elle ne peut d'aucune manière être codifiée. Ceci est possible, ceci est interdit, ceci est passible, cette pratique est passible d'emprisonnement. À cet autre, ça sera la peine de mort. C'est du délire. Chacun est maître de son corps. Et les adultes, entre eux, peuvent en tirer tous les plaisirs physiques pourvu, encore une fois, qu'il n'y ait pas de violence, pas de viol, ou simplement l'exercice d'un droit conjugal, comme on dit. Non, chacun est libre de son corps. C'est, je dirais, même la première liberté dont on jouit, celle de soi-même. Alors, à partir de ce principe-là, toutes les législations qui pénalisent l'homosexualité entre adultes consentants sont des législations barbares. Vous voyez, je n'hésite pas à le dire. Barbares, pourquoi? Parce qu'elles contraignent l'homme sous menace, ou la femme, sous menace de sanctions pénales, à se comporter de telle ou telle façon qui est la seule admise dans telle ou telle société. Ce n'est pas la vision universelle qu'on doit avoir des droits de l'homme. Tout être humain a un corps et tout être humain a droit au plaisir. À partir de là, le reste suit. Ça implique, à partir de la reconnaissance de ce droit à la liberté de votre corps, donc aussi à une sexualité libre entre adultes consentants, à partir de là, il faut condamner ce qui constitue des agressions contre les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, parce qu'ils méconnaissent ce droit fondamental. C'est l'inverse de ce qui est fait dans d'autres États. On vous condamne pour homosexualité. Tout l'effort, depuis les années 80 que nous avons poursuivi, a été de condamner au contraire la persécution des homosexuels, au contraire les brimades ou les discriminations contre les homosexuels, parce que c'est un aspect essentiel de la liberté humaine, et j'ajouterais là, avec beaucoup de fermeté, de conviction, c'est contraire à la dignité des êtres humains. Personne n'a le droit de vous dicter comment vous devez vous comporter, vous, avec votre corps. Vous en êtes le seul maître. Personne ne peut y toucher. Personne ne peut en disposer. L'esclavage, y compris sexuel, vous le savez, est un crime. Que préconiseriez-vous pour faire cesser cette violence des droits de l'homme fondée sur l'orientation sexuelle et identité de genre? Je préconise d'abord, une transformation
de la législation. Mais les transformations des lois, vous ne les obtenez qu'avec un consentement et un appui de l'opinion publique. Il faut savoir, à certains moments, braver les excès de telle ou telle fraction de l'opinion publique. Et je pense ici à la lutte contre l'homophobie au nom des principes qui sont les nôtres, à nous, défenseurs des droits de l'homme. Alors dans le cas actuel, il faut porter la bataille là où elle est, n'est-ce pas? Et là où elle est, c'est évidemment dans les États où la législation prévoit la répression et pratique souvent la répression. Ça demande beaucoup de courage à ceux qui, dans ces États, défient ces lois. Et ils le payent parfois non seulement par de grandes souffrances, mais de leur vie même. Je pense en particulier aux États où on condamne à mort les homosexuels, lesbiennes, oui, simplement parce qu'ils ainsi ont une relation sexuelle qui n'est pas conforme à des canons dont l'origine est lointaine et déformée par des interprètes. Alors je dis aussi clairement, il faut une mobilisation dans ce domaine aussi, des consciences et des sensibilités. Et les premiers qui devraient se mobiliser, et je ne cesserai jamais de le répéter, ce sont ceux qui, en Occident, comme il convient, bénéficient des lois qui autorisent les adultes consentants à se livrer à l'homosexualité. C'est là, c'est eux qui devraient se mobiliser en premier. Les champions des droits de l'homme doivent s'inquiéter et ne, je dirais plus fermement encore, condamner, combattre ces pratiques pénales discriminatoires et odieuses contre des êtres humains simplement parce que leur pratique sexuelle n'est pas celle que eux utilisent. Monsieur Badinter, justement, la question des droits de l'homme au niveau international est-elle suffisamment portée par les différentes politiques qui sont succédées ces dernières années? Écoutez, moi je voudrais que la mobilisation se fasse bien au-delà du personnel politique, qui d'ailleurs, dans les démocraties, est communément plus sensible à l'opinion publique que, hélas, aux impératifs catégoriques des droits de l'homme. Donc je le dis clairement, c'est d'abord à ceux que ça concerne au premier chef, les militants des droits de l'homme, le respect de la dignité de chacun qui se traduit par la liberté du corps. C'est ceux-là qui doivent se manifester. Et je dirais avec force que je ne ressens pas assez la prise de conscience que, disons-le, cette répression devrait entraîner. Que préconisez-vous pour faire cesser cette violence des droits de l'homme fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre? Il y a deux domaines dans lesquels l'action doit être conduite avec fermeté et conviction. Le premier, c'est au niveau de chacun d'entre nous, de tous les citoyens. Nous vivons dans des sociétés qui se réclament à juste titre des droits de l'homme. Parmi les droits de l'homme, un des premiers est le droit à disposer de son corps. Pas sans raison que l'esclavage à cet égard a été depuis fort longtemps, mais pas toujours complètement, censuré et éradiqué. Je dis la maîtrise, le droit absolu de chacun sur son corps, en disposer comme on le désire. Que deux adultes consentants fassent l'amour comme ils le veulent, dans l'intimité de leur vie privée, ça ne concerne pas les autres. C'est leur liberté qu'ils exercent, pourvu que ce soit, encore une fois, sans violence ou sans contrainte, et que ce soit entre adultes consentants. Mais le pouvoir de l'État ou de ses représentants s'arrête là. Ici,
l'individu, le sujet, le citoyen retrouve sa pleine liberté et son autonomie. Encore une fois, à la condition que ce soit dans la liberté et le secret de l'intimité que s'exerce cette pratique. Mais c'est aussi clair que ça. Alors, à partir du moment où on pose en principe la liberté du corps et le droit de chacun à en disposer en adulte consentant, à partir de ce moment-là, toutes les prescriptions pénales à l'encontre de pratiques sexuelles qui sont pour des raisons de tradition, de religion, ou pour des raisons autres, relevant de névroses personnelles, à partir de là, tout devient clair. Tous ceux qui ne considèrent pas qu'il est du pouvoir de l'État, des autorités quelles qu'elles soient, de régenter la vie la plus privée, la plus intime, cette part que chacun de nous doit réserver, qui échappe au contrôle de l'État. Tout cela, eh bien, nous devons les dénoncer. La discrimination contre les homosexuels, au nom de quoi elle s'exerce? Au nom d'une certaine idée que l'État se fait de la façon dont les sujets, que je n'appellerai même pas ici, hélas, des citoyens, doivent se comporter dans le secret de leur vie privée, faire l'amour comme ci, mais pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire entre adultes consentants? Rien. Donc, on entre là dans une dimension de contrainte que j'hésiterai pas à appeler, d'ailleurs, me référant à ce que l'histoire nous a appris, fascisante du sujet. Tu te comporteras comme cela, pas autrement. Sinon, moi, l'État, je te punirai, je t'internerai, je te condamnerai, je t'emprisonnerai, et s'il le faut, je te tuerai. Ceci, nous ne pouvons pas l'admettre. Vous voyez, c'est aussi clair que possible. Malheureusement, ce n'est pas facile à entendre, et c'est le deuxième point. Une fois qu'on a consacré l'existence, la reconnaissance de ce droit, s'il est méconnu par tel ou tel État, et nous avons la liste, il faut se mobiliser. J'entends l'opinion publique. Il faut se mobiliser plus intensément qu'on le fait. Il faut rappeler dans les ententes internationales ce qu'est la sombre liaison entre cette police des corps et les pouvoirs totalitaires. Le pouvoir totalitaire, j'utiliserai exprès la dénomination de fascisme, le pouvoir totalitaire, il veut contrôler, comme le rappelait si bien Foucault, il veut contrôler par une sorte de police les mœurs et les comportements. Il va jusque-là. Il est tout puissant et il veut que sa puissance s'exerce là même où elle n'a pas sa place, c'est-à-dire l'intimité des vies privées et les relations directes entre les êtres humains. Alors, face à cette situation, quand elle se réalise, je voudrais voir, entendre des mobilisations, des manifestations, des écrits dénonçant ces persécutions, et des persécutions qui vont, vous avez bien fait de le rappeler, jusqu'à la mort. Il y a 13 États dans lesquels la peine de mort est encore prévue pour le crime d'homosexualité. Ces 13 pays sont musulmans. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai aucune qualité pour intervenir à propos de la religion musulmane. Mais il est évident que les premières victimes de ces pratiques, dont les auteurs, à mon sens, sont inspirés tout simplement par le fanatisme, les premières victimes de ces dispositions, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et qu'il appartient à nos amis musulmans d'être les premiers à contester, à combattre ces législations qui ainsi veulent aller jusqu'à la torture, au châtiment suprême, prendre la vie simplement pour une police des mœurs, inspirée, disent-ils, de la religion,
Je constate seulement que les victimes sont de cette religion-là. Alors, ce ne doit pas être une querelle religieuse, ce doit être une expression de l'universalisme des droits de l'homme que de dire pas ça. Quelle que soit la référence utilisée, nous sommes là dans un absolu du respect de l'être humain. Nous sommes sur cette terre et pour peu de temps. Et sur cette terre, ce sont les principes les plus heureux pour les communautés humaines, les principes des droits de l'homme qui doivent être d'abord respectés. Donc il appartient aux militants de ces pays de maintenir une action constante de protestation contre cette législation, mais il appartient au-delà de ces militants des droits de l'homme dans ces pays à ceux qui les soutiennent de ne pas demeurer silencieux ou indifférents quand ils apprennent telle ou telle exécution pour les raisons simplement que l'on a évoquées, d'homosexualité entre adultes consentants. Il faut écrire, il faut faire des manifestations, il faut utiliser toutes les techniques modernes de communication. À l'heure de la numérisation, ça n'est rien que d'envoyer des tweets partout dans ces pays où nous avons des relations aussi. Je sais que ça demande du courage, mais si le courage fait défaut, quand il s'agit d'êtres humains martyrisés, alors que reste-t-il du courage ? Nous ne sommes pas soutenus par les États. Quand je dis nous, ce sont les ONG que je représente ici pour le comité IDAO France, pour Stop Homophobie et toutes celles qui nous soutiennent et toutes celles qui travaillent aussi sur cette question-là. On n'est pas soutenus, ni par les ambassades, là je parle pour la France, lorsqu'on a des problèmes, ni par les États. On fait le maximum, mais lutter contre 75 pays qui ont comme légal l'homophobie comme tradition colonialiste aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser ces États qui nous laissent à la dérive, seuls avec comme précepte philosophique les droits de l'homme ? Mais continuez à écrire, à manifester, à lutter, à protester, continuez à agir. Dans les démocraties, les États, évidemment démocratiques, ils obéissent à quoi ? À l'évolution des convictions des citoyens. Combien d'États, il y a 50 ans de cela, réprimaient chez eux l'homosexualité, qui aujourd'hui, aux Nations Unies, soutiennent la lutte contre toutes les discriminations, des dizaines. On ne peut pas dire « Ah, l'État ne fait pas ce qu'il faut », si on ne mobilise pas les convictions pour que précisément on fasse entendre à ceux qui dirigent cet État l'exigence des consciences et du respect des droits de l'homme. Ne rejetons pas sur les dirigeants l'indifférence, alors que, hélas, on la constate chez ceux qui devraient être les premiers mobilisés, parce que ce sont leurs frères et leurs sœurs qu'on condamne. Si vous n'avez pas cette mobilisation première des consciences ici, et en premier, la conscience des homosexuels, des lesbiennes, s'ils ne réagissent pas les premiers, alors qui réagira à leur place ? Ceux qu'on appelle les bonnes âmes, avec une nuance de dérision. Mais j'espère vraiment que les homosexuels qui vont nous regarder vont entendre ce message qui est tellement important. Mais c'est vraiment avec la plus haute conviction que je le dis. C'est un outrage intolérable au principe de l'humanité et des droits de l'homme que cette persécution. Et nous devons toujours nous mobiliser quand nous apprenons que où que ce soit, il y a eu ces poursuites, ces condamnations, ces souffrances, ces tortures et pour finir, ces exécutions. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Et ça vaut pour les homosexuels comme pour les hétérosexuels. Et je dirais même au premier lieu pour les homosexuels. Bien sûr.
Vous avez vu ce qui se passait actuellement en Tchétchénie et ce président tchétchène qui appelle à toutes les familles ayant des enfants homosexuels, enfin lorsqu'ils le savent, de les tuer eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est perdu là? Non, on n'est pas perdu, ça s'appelle la barbarie. Ça s'appelle la barbarie que de demander à des parents de tuer leurs enfants et qu'on ne vienne pas léguer à cet égard quelque religion que ce soit. Ça jaillit des profondeurs les plus secrètes et les plus terrifiantes de la nature humaine. Mais venant d'un chef d'État, on ne peut que rester stupéfié et se dire la voix des grands dictateurs de jadis qui ont causé à l'humanité des millions et des millions, des dizaines de millions d'exécutions n'est pas encore, cette voix-là n'est pas encore éteinte. Les comportements de ces personnes, alors là je vous parle vraiment en tant qu'activiste, nous rappellent camps de concentration, donc meurtre, torture, exécution secrète. Ça nous rappelle un petit peu ce que faisait l'Allemagne nazie dans certains pays. Pourquoi aujourd'hui... Dans le sien aussi. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui, alors que c'est d'actualité, c'était vraiment ça ma question, les gouvernants ferment les yeux sur l'horreur. Même s'il manque, et j'ai bien compris... Eh bien, ouvrez-les leurs. D'accord. Faites entendre haut et fort vos protestations. Comptez sur moi aussi. Comptez sur nous tous. Pour le reste, nous verrons ce qu'il en adviendra dans les démocraties. Mais le chemin-là est difficile à prendre. Merci, Monsieur Badinter. Bon courage. Merci.